Sur ces dernières années, on ne reconnaît plus la France et les Français, comme si la globalisation capitaliste avait fait disparaître notre culte, notre culture, notre histoire, afin d'imposer le règne progressiste. Existe-t-il deux France, celle du peuple et celle des élites? La campagne est-elle encore la vraie France? Cette vraie France est-elle en train de se révolter contre le totalitarisme du système? À ces questions répondra Christian Combaz, auteur de son dernier excellent roman, Rebarbe à Campagnol. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler aujourd'hui de la France comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera pas le faire. Alors, je suis très content, j'ai un très beau roman. Enfin des romans, voilà, il y en a marre des essais, je veux des romans, je veux des histoires, surtout des histoires sur la France. Voilà ce qui m'intéresse. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer à notre club de Géopolitique Profonde. Voilà, j'ai le 18e numéro entre mes mains. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous avez 7 jours d'essai gratuits. Vous rejoindrez le club avec Franck Pemgam, Gérard Chevrier, Jean-Michel Vernochet, Pierre Hillard et tellement d'autres. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Alors, pour parler de ce roman, je reçois son auteur, Christian Combaz. Il est déjà venu là, vous le connaissez tous sous le nom de Campagnol. Cher Christian, ça me fait très plaisir de pouvoir lire un beau roman, comme il ne s'en fait plus. Oh, vous êtes gentil. Disons que j'ai voulu mettre mes pieds dans les traces de Pagnol, de Don Camillo, parce que l'épisode Covid était assez propice à ce genre de description villageoise. On a quand même vécu une période qui était déjà grotesque à Paris, mais alors dans un village avec le confinement en race campagne, c'était quelque chose. Je parle même pas des hélicoptères qui vont chercher les randonneurs, nous on les a pas eus. Non, en revanche, nous on a eu l'équivalent des gardes champêtres, les gendarmes qui font semblant de contrôler, les chasseurs à qui on dit faut le masque pour chasser. Enfin, bon. Puis il y a un petit côté sadique aussi, c'est-à-dire de mettre un personnage qui est le sosie de Macron. Alors ça, c'est franchement, ça faut le faire, ça. C'était le pauvre gars. La seule chose qui m'a amusé dans le livre, c'était de prendre un prétexte. L'idiot du village se prend pour Macron, parce que c'est souvent la tendance des idiots de village, mais aussi parce qu'il lui ressemble beaucoup physiquement. Et donc j'ai trouvé ça assez amusant de faire une coïncidence entre les deux. Donc le type, évidemment, est relativement populaire tant que Macron l'est resté, donc pendant 2-3 ans, et puis après, plus la rancœur s'installe contre Macron, et plus le type, malheureusement, localement, est mal vu. Et puis lui-même, il change de paradigme aussi. Oui, et puis il finit par défendre Macron d'une manière qui est tellement caricaturale qu'elle en devient très méchante pour le président, puisque, évidemment, quand l'idiot du village parle de la vie privée de Macron, c'est évident pour prendre le contre-pied de tout ce que tout le monde dit, à savoir, oui, mais non, c'est un homme infâme, il cache très bien son jeu. Et donc, évidemment, je pousse vers le ridicule ces racontards. Voilà. Alors, je vous poserai une question, mais avant ça, je vais faire le tour de table, on va montrer aux gens qui y a parmi nous, là, Patrick Pazin, éditeur. Comment ça va, cher Patrick? Très bien, je suis ravi d'être en présence de tes deux beaux invités. Ça m'a fait plaisir que tu sois là, tu étais venu avec toute ta collection, là. Oui, on en parlera à la fin. Bon, avec plaisir. Toute la collection, non, mais les derniers, oui.
Merci à toi, cher Patrick. Et à ta droite, je reçois un nouveau, Gilles Artigot. Comment ça va, cher Gilles? Ça va très bien, Mike. C'est la première fois qu'on se voit. Bah oui, toi aussi tu viens avec toute la collection de Christian Combaz. Moi, j'ai la collection de Christian Combaz. Une légende quand même, Christian. gentil. Ah, c'est vrai. Un conteur extraordinaire. Ça, c'est vrai. Tu sais, on a beaucoup de conteurs au Québec. J'ai vécu 10 ans au Québec. Ouais. Il y en a beaucoup de conteurs en fait au Québec. J'ai beaucoup de réactions Et- québécoises, c'est assez drôle. Ça m'étonne pas. C'est vrai qu'il y a de moins en moins. Voilà, ça c'est important ce que dit notre ami Gilles, c'est qu'il y a de moins en moins de conteurs. On dirait que voilà, on ne raconte plus d'histoires en fait. Parce que c'est très difficile. Dans la rédaction, il y a déjà un problème. Même les thésards ne savent plus enchaîner un raisonnement, donc a fortiori une action. Quand on écrit un roman, on est un peu metteur en scène. Si vous oubliez le sens de la scène qui vient de précéder, vous ne pouvez pas écrire la suivante. Et donc il y a ce côté haché de l'imaginaire moderne qui fait que les romans sont justement écrits au hachoir très souvent. Sauf, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Houellebecq est assez bien vu par le lecteur moyen, même assez bas de gamme, c'est qu'en gros on peut lui appliquer la phrase « il est un peu bête mais il raconte bien ». Et c'est vrai qu'il raconte très bien. C'est vrai. C'est très fluide. Et c'est ça qui manque au lecteur d'aujourd'hui. C'est assez, tous ces romans des années 80-90, imbitables, genre Télérama, c'est des flashs. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait à l'époque, quand on était môme, de la grande littérature, on nous racontait des histoires et qui nous faisaient voyager. Oui. Et tout ça. Et ben tout ça est devenu, à l'américaine, une série de flashs qui composent un tableau impressionniste d'une réalité d'ailleurs plus ou moins impersonnelle. Et donc il y a vraiment quelque chose de. En gros, la littérature est en train de prendre le même chemin que l'art contemporain. Vous savez, en lisant votre livre, ça me fait penser à un autre livre qui est un peu mon livre de chevet, qui s'appelle Quo Vadis de Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce qu'il est polonais. Pas que, c'est pas que. C'est parce qu'en fait, il parle de Néron, Ouais. mais en fait, en réalité, il parle du tsar russe de Russie. Oui. Et pour moi, vous parlez vraiment de Macron, en fait. Et oui. Voilà, et c'est ça, en fait. Et oui, parce que je me permets. Sans parler de lui, mais c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression de voir le gouvernement, Macron, et voilà. Il ne faut pas quand même prétendre dire que c'est un pamphlet déguisé. C'est pas le Maître et Marguerite, on n'est pas sous Staline. En revanche, ce que je montre, j'espère le mieux possible en tout cas, c'est que nous sommes, à cause de Macron, à cause de cette France qui s'est mise en place, infestés par les pervers narcissiques, même dans les familles. La méthode mentale Macron a réveillé jusqu'au sein des familles des petits capots odieux qui ricanent sur les racontars sur le vaccin à table, qui classent les bons et les mauvais, ceux qui croient en la science et ceux qui n'y croient pas, les complotistes et les non-complotistes. Donc moi je fais partie des gens qui ont une certaine formation, enfin je suis un peu tamponné, primé par l'académie, etc. Donc on ne peut pas me prendre pour le gogo de base qui croit à toutes les théories du complot. Donc ça les embêtait à table beaucoup, du coup j'ai plus été invité assez vite. Et vous savez, ce que vous me racontez, c'est ce que m'ont raconté beaucoup de gens qui étaient contre le pass sanitaire dans les manifestations. Le pass sanitaire qui est une odieuserie absolue sur le plan moral. Bien sûr. Je veux dire, le moindre des écrivains du 19e aurait dit mais quel scandale qu'il y a eu aussi peu de protestations. Mais vous comprenez que tous ces gens qui manifestaient contre le pass sanitaire, eh bien, étaient marginalisés parmi leurs proches, Mais oui, parmi leurs absolument, familles. mais C'est fou quand même. absolument. Moi j'ai deux frères, je peux dire, deux frères staliniens, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Mais encore récemment, quand je parle de Trump, oui, Trump. Alors en gros, la plupart des pervers narcissiques vous disent « j'ai un problème avec Trump ». Ils vous disent, eux, ils ont un problème avec Trump. C'est-à-dire, en gros, Trump a excité en eux le mal pénible, le mal dominant, parce qu'il se comporte ainsi. Mais il y a ceux qui s'en foutent, dont je fais partie, et puis il y a ceux qui prennent le mort aux dents tout de suite parce que Trump est un mal dominant. Et au fond, la France d'aujourd'hui est bourrée d'anti-Trump qui sont des mal dominants, qui enragent en fait de voir que ce type réussit tout. Musk, c'est pareil. Le moindre entrepreneur français dit, oui, Musk d'ailleurs, d'accord, il a du talent, mais finalement, il a utilisé le talent des autres. En gros, il a réussi, mais il n'est pas si bien que ça. Donc, il devient le rival du mal dominant de base dans le tissu économique français. Il y en a un peu assez quand même. Et comment on l'explique? Par une forme de jalousie, d'envie De jalousie, de besoin de dominer les autres, puisque par définition, le pervers dominateur passe son temps à ça. Et Macron, alors pour en revenir à lui, Macron est la quintessence de tout ça. On voit bien dans son comportement, à la fois verbal, mental, moral, qu'il est là pour damer le pion de tous les autres, y compris sur le plan scientifique. Dès qu'il se glisse dans une assemblée de médecins, il va au bout de 3 phrases, il va dire « oui, parce que c'est bien connu ». Alors il ne connaît rien, mais il dit toujours au bout de 3 phrases « c'est bien connu ».
Et j'imagine qu'il va nous dire ce soir à 20h, parce que là on est en direct, voilà. qu'il va rester Alors, c'est amusant. jusqu'au bout du bout en Alors, fait. c'est amusant parce que le livre dont vous parlez, là, le personnage du Macron de village, là, connaît une sorte comment dire, d'apogée et d'apocalypse en même temps, sans vouloir révéler la fin du livre. Et je pense que là, Macron, on est là. Là, je viens de tweeter, ce soir, si ça se trouve, le président devient un forcené. Dans quel sens forcené? Tout peut arriver. Moi, ça fait deux ans que je dis que c'est l'équivalent du pilote de la Germanwings qui s'enferme dans le cockpit et qui laisse le pilote dehors. Et donc, il peut cracher tous les passagers. Hein. Mais je pense que là, les gens commencent à le savoir et on va mettre le pied dans la porte quand même. On va mettre le pied dans la porte, c'est-à-dire quoi? Le peuple? Moi, j'ai l'impression que le peuple a empêché la porte du cockpit de se refermer. Hormis quelques-uns, quelques pourcents, j'ai l'impression que... si nous, en tant que peuple, on n'est pas capable de le faire, Trump peut-être est capable de le faire en sortant de Notre-Dame. Moi, à mon avis, il va le prendre comme ça en disant « dis donc ». Ce serait marrant, ça. Mais Macron, j'imagine que ce soir, il va nous dire qu'il va rester jusqu'au bout du bout. Hier, il a dit que jusqu'à la dernière seconde, il serait président de la République. Oui, sauf que s'il reçoit un coup de fil demain matin, d'abord, il a changé d'opinion 20 fois, y compris du jour au lendemain comme ça, donc tout peut se produire. Un coup de fil de qui? De Trump, qui lui dit « je viens, mais fais gaffe » ou bien « je viens pas ». Tout peut se passer. Si, par exemple, s'il déclenchait l'article 16, la moitié des invités de samedi ne viennent pas. Parce que, bon, l'article 16, pourquoi? Il ne peut pas vraiment, puisqu'il n'y a pas d'urgence à ce point-là. Il fallait faire monter la sauce de l'urgence avant. Il ne l'a pas fait suffisamment. S'il y avait eu une sorte d'urgence parce que Poutine envoie une demi-fusée sur un objectif trop proche de l'ambassade ou un truc comme ça, bon, à la rigueur, là, il pouvait prétendre qu'on est dans l'urgence de défense nationale. Mais ce n'est pas le cas. Donc l'article 16, ça me paraît assez délicat de feindre l'urgence à ce point-là. Quoique, il peut le faire d'ici quelques semaines, quelques mois. Oui, mais... non? Alors, il y a quand même 2-3 choses intéressantes. Il a quand même convoqué Gérard Larcher, qui est sur le plan constitutionnel, ça veut dire quelque chose. Bref, on peut s'attendre... Alors, de toute façon, il a toujours déçu les attentes. À chaque fois qu'on dit ça va être fracassant, ça ne l'a pas été. Et donc, pour en revenir à mon petit personnage d'idiot de village, il a au fond tous les mêmes défauts psychologiques. C'est-à-dire que le type crée des événements qui n'en sont pas. Dans le livre, je ne sais pas si vous avez reconnu, il y a un moment où il se fait harponner par Hanouna. L'idiot de village se fait harponner par Hanouna. Parce qu'en fait, il va voir la députée de son pays, là, grâce à un blablacar. Il arrive à Paris, il va au Parlement pour assister à une séance publique. Comme il ressemble beaucoup à Macron, un type l'interroge à la sortie du Parlement. Un type de l'équipe de Hanouna voit qu'il ressemble beaucoup à Macron et dit « je veux ce mec sur mon plateau ce soir ». Mais il habite en Seine-et-Marne, donc on va le chercher en Seine-et-Marne pour le ramener chez Hanouna, où évidemment il se couvre de ridicule, puisque c'est le principe de chez Hanouna, on invite les gens pour qu'ils se couvrent de ridicule. Du coup, ça contribue à précipiter sa chute, et voilà. Est-ce que Macron est l'idiot du village, lui aussi, le vrai Macron? Je pense qu'il a un côté. Il a un côté... on ne peut pas dire maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne peut pas lui en vouloir, mais il y a quand même quelque chose de ça au départ. Quelque chose parle en lui, quoi. C'est évident. Dès le départ, on voit bien qu'il est animé par quelque chose qui lui est étranger. Quand on connaît son passé, on comprend d'où vient le marionnettiste. Ben oui, il y a une... C'est sûr. Vous pensez au même marionnettiste? Vous parlez des Rothschild, sans doute. Bien sûr. Oui. Mais ce qui est drôle avec cette histoire-là de Jean-Michel, c'est que dès que je vais quelque part, hier par exemple, j'étais allé chez notre ami François Martin, il avait fait organisé une réunion, et la première chose que m'ont dit les gens, où ça en est l'affaire Jean-Michel? Ça veut dire que ça imprègne la société. Tout le monde, oui, et notamment les Américains. Et ça, quand même, dans ma petite chronique, là, je l'annonce depuis 3 ans, les Américains sont fascinés par toutes ces histoires. Il ne fallait pas croire, il y a 3 ans, que le couple Macron allait s'en tirer comme ça. Évidemment, toutes les femmes qui écrivaient des livres sur la famille royale d'Angleterre étaient friandes de ce genre de choses. Donc, il allait y avoir, et il y aura un livre sur le couple Macron, c'est évident, plusieurs même aux États-Unis, qui vont évidemment faire le tour de la planète. Donc je pense qu'on est parti pour un joli psychodrame.
Et à la campagne... Ah oui, on en parle maintenant. bah, Il voulait qu'est-ce pas, qu'est-ce qui se dit, justement? Il se dit, d'abord, on ricane beaucoup sur le côté pittoresque de la chose, mais surtout maintenant, ça commence à s'aigrir à cause du fait que le malheur économique de la nation commence à en dépendre terriblement. En gros, c'est vrai, la position du campagnard moyen est très claire. Moi, ces histoires de couchaillerie, je m'en fous, à partir du moment où ça fout pas en l'air l'État. Or, c'est le cas, ça fout en l'air l'État. Et là, on est quand même dans une situation assez inédite où des affaires privées, comme pendant l'affaire des poisons ou l'affaire du collier, les affaires privées à la tête de l'État commencent à influer beaucoup sur le moral des troupes et sur le petit peuple. C'est de ça d'où tire, là, j'imagine, sa perversité, Le problème aussi, on en revient à ce que je disais, chacun a chez lui, dans sa famille, un équivalent de Macron, le petit type un peu ricanant, un peu pêteux, qui prétend avoir fait de meilleures études que les autres, avoir mieux réussi en affaires, alors qu'en fait, c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est pas le cas pour Macron non plus. Il n'a pas mieux réussi en affaires que les autres. La preuve, la dette qu'il a accumulée. Donc, en gros, s'il devenait entrepreneur, ce serait un entrepreneur minable au niveau local. Or, on en a plein, nous, des gens comme ça qui friment dans les salons à Châteauroux et partout, et qui, en fait, ont fait de très mauvaises affaires et de la cavalerie, et leurs sociétés sont au tribunal de commerce. Donc, en gros, le prétentieux qui a juste une belle gueule, qui se tape en général, d'ailleurs, des femmes plus âgées que lui, ça, c'est un personnage de province absolument typique. Celui qui se pousse systématiquement dans les réunions de préfecture aussi. Celui qui tape dans le dos, avant même de savoir de qui il s'agit. Mais si vous vous souvenez bien, on s'est rencontrés une fois. Donc ça, ce genre de type que chez nous, dans notre sud-ouest profond, on appelle des branleurs, je crois que... Mais il a un petit côté en plus, lorsque il a l'air d'être habité, mais par une force. Voilà, Lorsqu'il dit la bête de l'événement, mais avec les yeux comme ça écarquillés. Il y a quand même aussi tout un aspect hallucinatoire qui provient de certaines substances. Hein. Ah, vous pensez que c'est que ça? Oui, à mon avis, oui. Au bout d'un moment, c'est ce que disait Gérard Fauré intelligemment, et avec beaucoup d'expérience, quand on prend de la coke pendant 5, 7, 8 ans, on finit par voir les choses différemment, c'est-à-dire ne plus les voir telles qu'elles sont. Vous vous souvenez des malheureux 18 derniers mois de Jean-Luc, c'est Jean-Luc ou son père, je confonds toujours, Delarue. Ah oui, Jean-Luc Delarue, oui. Jean-Luc Delarue a pété les plombs 18 mois avant sa mort, même atteint d'un cancer. Il y avait une dérive mentale qui précédait. Il avait menacé physiquement une hôtesse de l'air. Il racontait à tout le monde qu'il était un dieu. Enfin, il y a quelque chose qui n'allait plus chez lui. Or, le problème, Macron raconte à tout le monde qu'il est un dieu, en gros. Dites-moi, cette France des campagnes, là, est-ce que elle est en effet... Est-ce qu'elle est réceptive ou pas à ce qui se passe sur Paris? C'est-à-dire, de moins en moins. Sa seule manière de résister à tout ça, c'est de dire c'est des choses définitivement pas pour nous. Le problème, c'est que c'était facile de dire c'est le monde parisien, je n'en veux pas, en 1960. C'était la France de Fernandel. Là, c'est plus possible. Le monde parisien s'invite chez vous tous les matins. Le coût du certificat pour sortir de chez soi, là, visiblement, Paris était entré dans votre cour. C'est pareil pour le compteur Linky. Beaucoup d'erreurs ont été commises par le pouvoir. Le compteur Linky, ça veut dire que des gens étrangers à la ferme entrent dans la ferme en disant « poussez-vous, c'est pas chez vous ». Alors là, c'est l'horreur. Donc la psychologie du pouvoir est nulle vis-à-vis du campagnard. Du coup, le campagnard s'est réfugié dans son fort intérieur. Le seul problème du campagnard, c'est qu'il a souvent une petite fille qui regarde les histoires de vampires sur M6. Et parce qu'il y a quand même une pénétration de Halloween, etc., dans ces familles assez pauvres de la ruralité. Et donc, il y a ce paradoxe d'une espèce de mondialisation des esprits rampante quand même, à cause des feuilletons, à cause de, je vous dis, là, par exemple, une de mes voisines ne pense qu'à Lenny Kravitz. Autrefois, c'était Adamo. Hein. Lenny Kravitz, il est plus tout jeune, hein, il a au moins 50 ans. Hein. Mais elle a 50 ans. Voire plus même. Ah, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un côté hard rock. Par exemple, les filles de garagistes, même d'agriculteurs chez nous, avec leurs copains, elles veulent aller faire la route 66 au moins une fois dans leur vie. C'est-à-dire que ce n'est pas une France préservée, comme on peut le penser ici à Paris. Oui et non, parce que là, en ce moment, certains des jeunes commencent à retrouver le fusil du grand-père et ses gestes et ses
ces traditions. Mais il y a quand même une énorme pénétration du monde de la Harley, du monde de... Oui, c'est évident, évident. D'autant plus que nous, mon Aveyron à moi est plutôt du côté de la mer. Et donc, il y a cette tentation d'aller à la côte, ça fait 1 heure et demie. Mais en revanche, dans toute la partie vers Aurillac, là, ils sont beaucoup moins sensibles aux influences, oui, et puis estivales. Les estivants, c'est quand même un vecteur de... Mais comment on peut aujourd'hui, en 2024, se réenraciner ? Des gens, si on peut le faire. Un truc, la pauvreté, y contribue énormément. Hein. La pauvreté, c'est quand on est pauvre, quand on a, et c'est le cas très souvent chez moi, 600 ou 700, 800 euros à dépenser par mois. Moi, je connais une fille qui a quand même à peu près ça, 800, et qui paye quand même un loyer de 300. Donc, elle n'a pas grand-chose. Eh bien, là, on se rabat sur les plaisirs simples. Hein. On demande des plants de haricots, on demande, voilà, et puis on s'arrange pour aller à tout ce qui est gratuit. Les concerts gratuits, les machins, les restos du cœur, tout ça. Mais en même temps, les restos du cœur ont une vertu en campagne, c'est que c'est une. Alors le problème, c'est que les restos du cœur, c'est toujours la ville voisine. Et puis c'est un peu honteux, donc on y va du bout des lèvres. Si on voit que quelqu'un du même village y va aussi, on n'y va plus. Pour ne pas avouer sa pauvreté. Enfin, bon, bref, tout ça à observer est un peu triste, mais en même temps assez rassurant, parce qu'il y a un début de retour à une solidarité villageoise importante. Qui n'a pas éclaté avec la crise sanitaire. Oui et non, elle est en train de se reformer. D'abord, beaucoup de restaurateurs chez nous ont été honnêtes dans le bon sens. Ils n'ont pas collaboré avec le système. Voilà, ils n'ont pas collaboré avec le système. Et ils ont été punis parfois, d'ailleurs, sur le plan fiscal. Et voilà, bon, c'est une mésaventure qui a eu un peu de bon, mais pas beaucoup. Là, très mauvais, ça a eu du très mauvais dans mon cas. En tout cas, moi, je vais plus à l'église. Enfin, si, j'y vais, mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas supporté l'attitude de la communauté chrétienne locale dans l'église locale. Du curé aussi, j'imagine ? Le curé, ça n'existe même plus, les curés chez nous. C'est une espèce de fonctionnaire né au Pakistan qui débarque, voilà, qui dit la messe dans un sabir incompréhensible quand c'est pas Pakistan. Si, le Cameroun, c'est mieux parce qu'il parle un français convenable. Mais c'est pas toujours le cas. Nous, on a eu un Indien, enfin bon. Donc, il y a un côté un peu automatique. Les sermons n'en sont plus. Les sermons ne sont pas des choses où on s'adresse comme chez Don Camillo à la population locale en disant « je vous connais, je sais ce que vous pensez ». Non, le type qui débarque de Ceylan, il ne peut pas dire aux villageois de l'Aveyron « je sais ce que vous pensez ». C'est pas vrai. Et du coup, pourquoi écrire ce livre ? Il fallait montrer cette... c'est un moment, c'est quand même c'est un moment privilégié de l'histoire de France, vu d'un village, c'est vraiment la même démarche que Don Camillo. Don Camillo, c'était l'affrontement entre le communisme, donc une certaine forme de planétarisme, et le conservatisme de la France d'autrefois. Et donc, ce point de cristallisation, c'était ce débat droite-gauche, et là maintenant, le débat complotiste-anticomplotiste a pris le relais. On voit très bien à quel point les gens qui, comme moi, invitent tous les autres à réfléchir sont perçus comme complotistes dès le départ. En gros, tu m'invites à douter du pouvoir, donc forcément, tu peux me causer des ennuis. Mais comment expliquer justement cet amour des gens, de ce pouvoir ? Enfin, c'est hallucinant, de l'État. Attention, le pouvoir a acheté cet amour par la sécurité de l'emploi. Chez nous, 60% des emplois sont des emplois publics. Si votre nièce est employée à la mairie, vous n'allez pas dire que le maire est un con. Bon, c'est tout. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et comme graduellement la France de Pompidou a acheté par l'emploi public, par la dépendance au public, l'indulgence des gens, en tout cas leur patience à l'égard du pouvoir, on voit à quel point non, on peut pas dire. Alors les mémés sont spécialement prudentes à cet égard. Les mémés de quelle génération ? Du baby-boom ou d'avant-guerre ? J'ai toutes les mémés. Moi, mon voisin est mort l'année dernière à 99 ans. J'avais d'excellents rapports avec lui. Sa femme en a 88. C'est des gens qui... Alors en plus, c'est des gens qui réfléchissent bien. Ils lisent le journal, ils s'expriment très bien. C'est pas... finalement, ils ont pratiquement un niveau supérieur à celui de leurs petits-enfants. Hein, ce qui n'est pas difficile. Mais ils n'ont pas compris, en fait, que... l'État n'était pas pour eux, en fait. Et même les gens de cette génération, de ces endroits, ne l'ont pas compris.
Ils pensent que même si vous travaillez... Parce que... Chez nous, on a par exemple des retraités de la SNCF qui ont conduit des trains en région parisienne toute leur vie, qui reviennent à 53 ans pour toucher 4 000 €. Ça forcément, oui. Ça forcément, oui. Alors, du coup, ils passent pour des héros, et des héros à tous égards, parce qu'ils donnent le lard en matière politique. Ils vont au café et ils font dans le genre de NUPES Mélenchon, avec leurs 4 000 € et leur bagnole à 20 briques, ils donnent des leçons à tout le monde. Alors, ils sont de moins en moins nombreux, ils représentent 10%. Mais attention, lors du Covid, ça a été ceux-là qui demandaient à ce qu'on porte le masque. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.